remercie d'abord pour tous ces petits films que vous venez de réaliser, seul, avec des amis, en famille. Et j'imagine que vous devez être très impatient de savoir ce que d'autres ont réalisé. Alors ça va être maintenant ce temps de projection où vous allez être confronté à vos propres productions sur grand écran et puis aux productions de vos voisins. Et c'est un moment extrêmement important parce que l'imaginaire, c'est important de le partager. Parce qu'un imaginaire qu'on garde pour soi, on se demande parfois un petit peu si on ne débloque pas, si on ne sort pas des clous. Mais un imaginaire qu'on partage, un imaginaire à partir duquel chacun peut rebondir, un imaginaire que chacun peut enrichir à tour de rôle, c'est ce qui va nous permettre de créer des alternatives pour l'avenir qui ne sont pas forcément crédibles si une seule personne y croit, mais qui deviennent crédibles si beaucoup de gens y croient et si beaucoup de gens décident de s'y consacrer. Donc, d'abord les films, et puis après, le débat pour préparer l'avenir. L'eau est un élément vital pour tous les êtres vivants, ont besoin d'eau pour exister. Mais parfois, l'eau peut être dangereuse. Tsunami égale port, nami égale vague, tsunami égale vague dans le port. Mais que faire en cas de tsunami? Le temps est précieux. L'horloge est précieuse. Monter à une hauteur d'un 3e étage d'une construction solide. S'éloigner de la mer le plus vite possible. Accrochez-vous aux objets flottants. Respectez les consignes des autorités. Un film de Sofia, Tatiana, Senia, Clément et Anton. Merci. Dans une famille normale, comme tous les mardis soirs, la famille est réunie. Et puis, la mère rentre du travail. Il y a à peu près 18h. Je suis vraiment épuisée du travail, c'est fatigant. Oh, ça va chérie, t'as passé quand même une bonne journée? Moyen, j'aimerais bien regarder la télé un petit peu. Allez, on va se mettre les petites infos. Ok. Quoi? Un accident nucléaire? Mais comment ça se fait? Dans notre ville en plus? Au secours! Il faut qu'on se réfugie vite. Ok, on va aller dans le bunker. Heureusement qu'on en a un. Allez, tout le monde dans le bunker. Ok. Miaou. Ah, heureusement qu'on a ce petit bunker quand même. Oui, enfin bon, j'aurais préféré qu'on n'ait pas à devoir y aller. Maman, j'ai trop peur. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'école? Ok, ne t'inquiète pas chérie, je gère la situation. J'avais prévu depuis longtemps dans ce petit sac ce qu'il faut, un petit kit de survie quoi. Un kit de survie? Faut qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Allez, ouvrons ce sac. Alors, dans un kit de survie, il faut une radio à pile pour être au courant des consignes des autorités, des médicaments, des trousses de premier secours, des outils de base, de la nourriture non périssable car on ne sait pas combien de temps on va rester, des vêtements chauds, une lampe de poche, des lunettes de vue, de l'eau potable en quantité, de l'argent liquide, un double des clés, des jeux pour s'occuper et des photocopies des documents importants. Mais attends chérie, on est d'accord qu'il nous manque de la nourriture là, on a J'ai presque trop rien. faim. Oh non, j'ai oublié. Bon. C'est pas grave, on va aller en chercher. Je vais aller en chercher, je monte. Surtout restez là et ne bougez pas.
Fais attention. Oh, attends, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une il feuille... a pas fermé le bunker. Attendez. Il y a une feuille qui est tombée. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est un journal. Sur les extraterrestres. Oh, mais attends. Les autorités nous ont donc menti. Ce n'est pas une attaque nucléaire, mais c'est plutôt une attaque d'extraterrestres. Vite. Oh non. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Vite. Oh là là, mon chéri, tu as oublié de fermer le bunker et en plus tu es parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, bon. Je sais pas ce qu'on va Restez faire. calme. Au secours. Mais maman, qu'est-ce que c'est? Oh non. Allez tous vous réfugier. Un extraterrestre. J'ai voulu faire un truc stylé en zoomant un peu la fin, mais non, ça va marcher. Le monde change. Il y a de plus en plus de submersions et d'inondations à cause des orages et des changements climatiques. Ok, super, ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être plus se baigner. Ah non, pas du tout. Attends, je t'explique. Le changement climatique est plus rapide. Du coup, certains sont passifs et d'autres surpris. C'est vrai, et en plus de ça, les animaux sont souvent les premiers touchés, il faut également penser à eux. À ton avis, est-ce qu'on se berce d'illusions dans tout ça? Bah ouais, on va pas se sauver avec des bouées ou des méduses aux pieds, on n'a pas le temps. Heureusement, il y en a qui essayent déjà de trouver des solutions. Très bien, mais à ton avis, avant les solutions, on peut pas se métamorphoser? Bah non, on n'a pas le temps. Regarde, on a quand même des solutions en place pour sauver des vies. Il ne faut pas encombrer les lignes. Surtout, il faut rester en hauteur. Il faut rester à l'écoute de la radio et ne pas sortir inutilement pour risquer sa vie. Court-métrage réalisé par Angèle et Malika et Clément à la musique. Votre kit d'urgence, il faut se préparer. C'est ça le kit d'urgence. Une radio à pile, des médicaments, une trousse de premier secours, des outils de base, de la nourriture non périssable, un chargeur de téléphone portable, de l'eau potable, de l'argent liquide, un double des clés de la maison, des jeux pour occuper le temps, des lunettes de vue, des vêtements chauds, une lampe de poche. Risque existe dès la naissance. Conséquence, la mort. C'est lorsqu'on vit qu'il y a des conséquences. C'est lorsqu'on vit qu'il y a des risques. Et l'inverse. Entre les deux, la survie. L'erreur est humain, l'horreur est humain. Ok. Prévention, les professionnels, l'État. Et après tout ça, il y a l'inconnu. Et puis finalement, notre vie n'est que pansement. Et pansement.
film est réalisé par Colin. La pluie arrive. Je vais tous vous sauver. Mais que faire en cas d'inondation? On appelle les secours, bien sûr. Les pompiers, les pompiers. Allez-y, allez. Mais on n'est pas suffisamment nombreux, on n'y arrive pas. Il nous faut du renfort. Ah, mais on arrive. On arrive, ils vont tous vous aider. Ah, ça va mieux maintenant. Ah bah oui, ça va mieux. On a réussi à écoper toute l'eau, tous ensemble. On peut rentrer chez nous. Maintenant, l'inondation est presque terminée. Il nous faut juste tout nettoyer et ça va aller mieux après. Feu de forêt. Tout d'abord, nous allons vous présenter Sam le pompier. Salut. Comment réagir à un feu? Courir. Nous allons faire une séance de visualisation. Fermez les yeux et imaginez les scènes et les conséquences. Fréquent-le. Quels sont les risques pour les animaux? Je pense que les risques pour les animaux, c'est la fuite. Ils ont peur des flammes, alors ils s'enfuient. Leurs habitations se détruisent à cause des feux et de la fumée. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de morts pendant les... Il me semble, il y a beaucoup de morts. Ah oui, je crois. J'avais vu aux infos qu'un feu en Australie, il avait tué plus d'1 milliard d'animaux. C'est énorme. Ouais. Ah ouais, ok. Non, mais de toute façon, c'est pour prendre notre... Et pour les humains, quelles sont les conséquences? Les conséquences humaines, par exemple, il y a le risque d'asphyxie. Les fumées dégagées par les incendies peuvent provoquer des comas ou des morts, ou des personnes qui survivent, par exemple, mais qui vont être brûlées à vie. Ah, c'est horrible. Les déclencheurs des feux. Les cigarettes. Les gens qui jettent leurs cigarettes dans la rue. Oui, je suis d'accord. La pollution. Les gens qui ont la flemme d'aller jeter leurs déchets dans une poubelle juste à côté. Les combustibles. Par exemple, le bois, les broussailles. Une source d'inflammation. Et par exemple, de la chaleur produite par la foudre ou une activité humaine. Et maintenant, Sam le pompier va vous parler de ce qu'il faut faire en cas d'incendie. Évacuer les lieux, fermer la porte de la pièce en feu. Une fois dehors, appeler les pompiers. Par le 112 ou le 18 en numéro européen. Un film réalisé par Cyrine et Lily. Des remerciements aux pompiers qui nous sauvent des feux, mais pas que. The end. Bonjour, moi c'est Adèle. Hier encore, il y a eu plein de feux de forêt. C'est vraiment dommage. En plus, il y a plein d'animaux qui sont décédés. Imaginez un chevreuil. C'est mignon les chevreuils.
il se retrouve coincé dans un feu de forêt. Il brûle. Et Hugo, il est mignon Hugo. C'est affreux, c'est vraiment dommage. Mais en plus, c'est dangereux et pour les animaux et pour la végétation. Mais comment on pourrait éviter ça? Bah déjà, on peut organiser des barbecues loin de la végétation. On peut aussi jeter les mégots dans les cendriers et éviter faire attention aux cendres qui tombent par terre. Que faire en cas de départ de feu de forêt? Bah, on doit appeler les secours, c'est important. Il faut fermer les fenêtres, les portes et les volets et les arroser. Il faut mettre un linge devant le visage pour se protéger. Mais aussi, il faut surtout pas prendre la voiture. Et si on est dans son véhicule, il ne faut surtout pas sortir et se garer dans une zone dégagée. Que faire en attendant les secours? Bah déjà, on doit rester à l'écoute des consignes des autorités. Il faut absolument éviter le téléphone pour laisser le réseau au secours. Rester à l'abri, il faut évacuer le domicile que si ce sont des ordres des autorités. Et ne pas prendre la voiture. Bon. Comment faire en attendant? En attendant que la pluie arrive. C'est pas elle que j'entends? Ah, la pluie est là. Ouf. Plus de feu de forêt pour l'instant. J'espère que mes conseils vont vous aider à éviter les feux de forêt et pour que ça ne se reproduise plus. Merci. Ah, je suis Pikachu, je vais tous vous sauver. Il commence à y avoir des nuages. C'est très mal. Bientôt, il n'y en aura plus. Le Tour Eiffel et tout tombera. Non, moi je vais protéger la Tour Eiffel et te tuer d'abord. Je me noie. Je vais te sauver, mon petit. Va voir là-bas si j'y suis. Ah, voilà. C'est mieux comme ça. Non, tu n'as pas le droit. Officier de la justice, vous n'avez pas le droit. Ah, on est des voleurs, non pas. Tu choisis qui, lui ou lui? Ah, vous. Et puis moi je me charge de lui. Big parole de Pikachu. Regarde, je vous attrape. Ah, je m'en peur. Les catastrophes. Chapitre 1. Le méchant tac. TAC a déclenché des catastrophes. La dernière catastrophe était une inondation. Maintenant, il a une autre idée. Chapitre 2. Le tremblement de terre. Le méchant TAC a déclenché un tremblement de terre. Tout le monde a peur, mais TAC n'a pas peur. Les animaux ont très peur aussi. Chapitre 3. Les super-héros arrivent. Pour aider ceux qui ont peur. Et pour aussi attaquer TAC.
Chapitre 4. Ce qu'il ne faut pas faire et faire. Les super-héros sont arrivés et maintenant il n'y a plus de problème. Maintenant tout le monde peut faire la fête. Et il faut prendre soin de la nature. Maintenant qu'il n'y a plus de problème. Tout est bien qui finit bien. Film réalisé par Manon, Nina, Lia, Amy, Maxence, Louis, Maëlle, Léa, Lucie et Nina. L'extinction des animaux. Il était une fois l'histoire d'animaux dans la forêt qui fêtaient l'anniversaire d'un lapin. les écureuils voient l'incendie en premier et crient « Il faut prévenir les autres, vite, vite !» Les animaux se posent des questions. Le lapin dit « Qu'est-ce qu'on fait, les gars ?» L'abeille répond « Je vais prévenir les pompiers. » Le panda répond « Je vais commencer à éteindre le feu. » L'abeille a prévenu les pompiers. Ils sont en train d'agir. Les animaux sont sauvés, l'histoire est finie. Un film réalisé par Louis, Lucie, Nina, Léa et Maëlle. Le thème de notre histoire, sauver Richard. Richard est un ours qui vit avec ses parents au bord de la mer. Son village est menacé par un tsunami. Lors du tsunami, son ami Gilbert lui fait quelques conseils. Il faut acheter beaucoup de nourriture, aller prendre beaucoup de vêtements et prendre des couteaux suisses et beaucoup d'affaires. Lors de tsunami, fuir au plus vite. Les tsunamis commencent souvent par un séisme. Lors d'un séisme, mettez-vous sous une table, coupez l'électricité et l'eau, sortez le plus vite de chez vous, prendre une radio à pile, ne pas rester sous un fil à extension, ne pas se mettre dans un véhicule, éviter les appels téléphoniques, ne pas aller amener nos enfants à l'école, ne pas fumer la cigarette. Voici les zones de séisme autour de Bordeaux. Il faut appeler un ami. Richard va chez Max, son ami tigre, parce qu'il ne peut pas rester chez lui. Le problème, c'est que Max ne peut pas, car lui aussi, il doit partir. Il décide d'aller dans un hôtel japonais pour voir Totoro. Ce film est réalisé par Jules et Louison. Les aventures de Jean et Léa. Ils se baladent au bord d'une rivière dans les Pyrénées. Salut Jean. Salut Léa. Attends, bouge pas, j'arrive. À l'aide. Ah, je me fais emporter. En cas d'inondation soudaine, éloignez-vous du rivage, appelez les pompiers en cas de personnes blessées. Heureusement que j'ai trouvé une manière sûre de traverser le rivage, un pont.
Fin. Réalisation Anatole et Madame Séisme fait trembler Bordeaux. Cui-Cui l'oiseau découvrit une fissure qui grossissait de jour en jour. Alors il décida d'en parler à Madame Séisme. Allô ? Allô, Madame Séisme ? C'est Cui-Cui l'oiseau. J'ai des choses importantes à te raconter. J'ai aperçu des fissures qui apparaissaient lors de mouvements de jour en jour dans la terre. Les fissures grossissent de plus en plus. Il y en a sur les routes. Il y en a derrière les voitures. Les hommes ne semblent pas s'en rendre compte, mais pourtant la terre bouge et tremble. Les animaux commencent à tomber les uns après les autres. Les maisons se fissurent également. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi faire, Cui-Cui l'oiseau. Je vais prévenir les secours. Dis donc, t'as pas l'impression que la terre tremble ? Mais non, c'est la musique, t'inquiète, tout va bien. Pourtant, j'ai l'impression que mes pieds s'enfoncent. Non ? T'as pas l'impression, toi ? C'est la catastrophe. Les immeubles tremblent de partout. Les maisons tombent. Les fissures se creusent. Tout tourbillonne de plus en plus. J'ai hyper peur. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas. Regarde, tout s'écroule autour de nous. Nous n'étions pas prêts à cela. Au secours ! Je ne sais pas quoi faire. Mais mon Dieu, j'ai super peur. Non mais la question les amis c'est quelle tenue je vais choisir pour un tel événement ? Je ne sais pas, un style bohème ? Un style chic et casual ? Ou bien une combinaison un peu classe ? Manteau, lunettes, chaîne, petit filet ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Enfin tu n'as pas compris, c'est un séisme ! Nous les Japonais, on est toujours prêts. Je sais pas si on va entendre la nouille. Au Japon, nous avons des directives bien précises. Nous allons vous les transmettre. Mesdames et messieurs, Bordeaux est impacté par un séisme majeur d'une amplitude jamais constatée jusqu'alors. Courage à la population locale et respectez les règles de sécurité. Suivez bien les règles que nous allons vous indiquer. R2D2 et moi-même allons tout vous expliquer. Les règles à respecter en cas de séisme sont: abritez-vous près d'un mur, éloignez-vous des fenêtres, éloignez-vous du bâtiment, ne restez pas près des lignes électriques, en voiture ne sortez pas, restez attentifs, repérez les endroits où vous protégez, fixez les appareils et meubles lourds, préparez votre kit d'urgence 72 heures, faites réaliser un diagnostic de vulnérabilité. Bonne chance à vous! Ce film a été réalisé par Bénédicte et Enjou. L'agence du livre et du cinéma de la Nouvelle-Aquitaine. L'agence Alca accompagne tous les professionnels de la filière cinéma, de la création à la diffusion et jusqu'aux actions d'éducation aux images. Alca assure notamment l'instruction des demandes d'aide auprès de la région Nouvelle-Aquitaine pour les financements de toute esthétique et de tout format confondu, les longs métrages de fiction, les courts métrages de fiction, les documentaires
Le soutien peut intervenir à différentes phases d'élaboration du projet du film, telles que l'écriture, le développement, la production et la post-production. Il est axé vers la création en favorisant l'émergence de nouveaux talents. L'œuvre en lien avec le territoire se poursuit avec l'accompagnement des films à la diffusion sur le territoire régional, comme c'est le cas pour la séance organisée ce soir. En effet, le film En plein feu de Quentin Reynaud, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là, mais donc le producteur va se joindre à nous pour pouvoir discuter après la séance, a été aidé dans sa phase de production en 2021 par la région Nouvelle-Aquitaine et les départements des Landes, de la Charente et de la Charente-Maritime. La partie dans les Landes a été tournée au cœur de l'été 2021, une des forêts françaises les plus détruites par le feu l'année suivante. C'est un territoire que le réalisateur connaît bien étant originaire de Bordeaux. Je vous souhaite une bonne projection et bon dépasse. Voilà, merci. L'être humain a toujours cherché à se protéger des catastrophes naturelles et pendant très longtemps, c'était pas trop compliqué. Il suffisait de demander aux anciens et puis éventuellement consulter des archives locales quand il y en avait et puis aussi regarder ce qu'on appelait les repères de mémoire, les repères de crues, toutes ces plaques commémoratives qui nous indiquent des catastrophes qui ont eu lieu dans un lieu et le nombre de morts qui en a résulté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, ça ne suffit pas. Il faut s'attendre à être confronté à des catastrophes de plus en plus inattendues, à la fois en amplitude et en fréquence. Alors, comment faire? Eh bien, essayons de nous appuyer sur les ressources de l'imaginaire. Alors quand on pense imaginaire, en général on se dit l'imaginaire c'est fait pour s'évader de la réalité, c'est fait pour penser à autre chose que la vie quotidienne, voilà. Mais en fait non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez votre esprit qui vagabonde, et vous êtes évidemment préoccupé du réchauffement climatique, et dans ce vagabondage de votre pensée, tout d'un coup, vous imaginez que vous êtes président de la République, vous prenez des mesures extrêmement énergiques contre le réchauffement climatique, vous êtes acclamé par la population, vous êtes reçu à l'Académie des sciences, on vous donne le prix Nobel. Eh bien ça, vous voyez bien que ça n'a aucun lien avec votre environnement concret, et ça n'a non plus aucun lien avec les actions que vous pouvez faire. C'est pas de l'imaginaire, c'est de la rêvasserie. Alors je vais prendre un autre exemple maintenant. Votre esprit vagabonde, même chose, vous êtes préoccupé par le réchauffement climatique, et puis là, vous imaginez que pour lutter contre le réchauffement climatique, vous allez mobiliser votre famille. Tout le monde va prendre que des douches froides, on va plus se chauffer en été, on va plus manger de viande du tout, en hiver surtout, on va plus manger de viande du tout. Évidemment, vous allez avoir toute votre famille sur le dos, ça risque bien de ne pas être suivi. Donc là, vous voyez, vous avez bien un contact réaliste avec des gens de votre entourage, mais du point de vue des actions préconisées, c'est absolument pas réaliste. Alors, un troisième exemple maintenant qui va vous permettre de comprendre comment se situe l'imaginaire. Vous êtes toujours préoccupé par le réchauffement climatique, vous avez toujours votre esprit qui vagabonde, et puis, tout d'un coup, vous vous dites, mais ici, à côté de chez moi, il y a une école, il y a une cour de récréation, elle est pleine d'arbres, et elle est fermée le samedi et le dimanche. Et puis il y a des gens, quand il fait très chaud, en premier étage, en deuxième étage, dans des maisons qui ne sont pas préparées au réchauffement climatique, il y a des gens qui crèvent de chaud. Puis il y a des enfants qui sont obligés de rester dans les appartements, il n'y a pas de lieu de jeu. Mais pourquoi on ne se mobiliserait pas pour faire ouvrir les cours de récréation le samedi et le dimanche? Et là, vous voyez, vous êtes dans un projet dans lequel, vous mobilisez votre entourage, et un projet dans lequel les propositions sont réalistes. Alors, après, il ne faut pas être, évidemment, trop pointilleux sur les termes. Vous voyez bien que les rêveries peuvent mener aussi à des projets réalistes. Mais enfin, c'est important que vous ayez à l'idée que dans l'imaginaire, il y a quand même une idée forte, c'est la mobilisation des ressources possibles, et puis un projet réaliste. Alors, pourquoi c'est si important aujourd'hui? Parce que cet imaginaire va nous permettre de lutter contre ce qu'on appelle le déni.
Le déni, c'est le fait de refuser de voir quelque chose qui nous embête. Et le réchauffement climatique, ça nous embête tous. Hein. Voilà, on aimerait bien que ça ne se passe pas. Et pendant très longtemps, beaucoup de gens, y compris des scientifiques, ont dit non, c'est un petit réchauffement tout à fait normal par rapport à l'évolution de la Terre. Non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Eh bien si, il y a de quoi s'inquiéter beaucoup, mais c'est difficile à accepter. Le déni, c'est d'abord une manière de se protéger contre quelque chose on ne sait pas comment y faire face. Et puis le déni, c'est un petit peu comme, vous savez, un enfant qui se dit « si je ne regarde pas cette chose, elle n'existe pas ». Et si vous êtes tout seul à vous dire qu'une chose n'existe pas, très vite votre entourage va vous dire « mais si, elle existe ». Mais le problème du réchauffement climatique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dans le déni du réchauffement climatique. Beaucoup de gens. Et le problème, c'est que plus on s'enfonce dans le déni, plus évidemment c'est difficile d'en sortir. Et donc l'imaginaire va pouvoir nous aider. Alors l'imaginaire va pouvoir nous aider comment ? Eh bien, comme nous sommes beaucoup à être dans le déni, il va falloir s'en sortir ensemble. On y est ensemble, on s'en sort ensemble. Et construire un imaginaire solitaire, c'est assez marginalisant. Hein. On se sent un peu perdu, on ne sait pas ce que les autres peuvent en penser. Donc il faut construire un imaginaire collectif, à plusieurs. Et il faut évidemment se fixer des objectifs à long terme. Et il faut construire finalement ensemble ce qu'on appelle une utopie. Alors c'est quoi une utopie ? C'est un projet qui va nous permettre de mobiliser nos capacités d'action, nos ressources pédagogiques, des forces de recherche, au service d'un changement dans lequel nous serons tous impliqués. Et vous voyez que l'utopie, ça va être quelque chose que nous allons construire ensemble, qui va nous porter ensemble, qui va fédérer et qui va nous permettre d'envisager finalement l'avenir autrement que en regardant vers le passé, autrement même qu'en en restant à ce que nous constatons dans le présent. Une utopie, c'est ce qui va éclairer en quelque sorte l'avenir et nous y engager. Moi, je suis donc Benoît Labourdette et j'ai animé l'atelier d'imaginaire de cet après-midi. Je suis cinéaste et on va faire un petit tour les uns après les autres. Donc j'ai présenté Serge Tisseron. Je présente le commandant David Brunner à ma droite, qui est président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Gironde et vice-président de l'œuvre des Pupilles de France et du Fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France. Merci d'être là. À sa droite, Léonard Glowinski, le producteur du film qu'on vient de voir, de la société 22h22. Merci d'être là. Et puis, à sa droite, Éric Meyer. Éric Meyer est directeur général adjoint à la ville de Bègles. Et puis, à sa droite, Sébastien Lavigne, qui est responsable du service de gestion des risques et crises à la direction de la prévention et de la protection des populations à la direction générale des territoires. Ça va ? À Bordeaux Métropole, tout à fait. Et Virginie Perroma, qui est chargée d'études culture du risque et résilience à l'AFPCNT. Moi, en tant que producteur, et Quentin, en tant que cinéaste, on s'est beaucoup posé la question par rapport à ce film d'avoir envie de raconter une histoire. L'histoire d'Alex Lutz et d'André Dusselier, de ces non-dits entre un père et un fils, mais de la contextualiser dans ce que vous avez vu, à savoir cet incendie, et de la ramener du coup dans une vraie réalité malheureusement dans la région que la région a connue un an après le tournage du film. Et je pense... Alors, c'est mon avis totalement personnel et peut-être que Quentin a un avis différent, mais à mon avis, le cinéma et ce film et d'autres types de films ont un double objectif qui est le premier, c'est celui du divertissement. Alors, le film n'est pas divertissant au sens où c'est pas les tuches, on va être d'accord, mais en tout cas de raconter une histoire, mais au travers de cette histoire, d'essayer de sensibiliser quand même les gens aux dangers auxquels nous allons être confrontés dans le futur, de réchauffement climatique, d'incendie. C'est une tradition du cinéma, depuis les années 50, depuis le cinéma catastrophiste,
que ce soit en France, aux États-Unis, au Japon, enfin tous les films au Japon sur Godzilla et sur la menace nucléaire. Enfin, le cinéma a toujours utilisé ces thèmes-là parce que effectivement, ils sont assez porteurs, ils sont tous immédiatement visuels. Mais je pense qu'au-delà de ça, et c'était un peu la démarche qu'on a eue dans Plein Feu, c'était quand même de s'inscrire dans un truc très réaliste. Et effectivement, enfin, je ne sais pas, mais j'espère que ce côté, et on s'est beaucoup aidé, pour le coup, on a été beaucoup aidé par les pompiers de la région, il y avait vraiment, au-delà de l'histoire à raconter, la place de l'imaginaire, elle est là, mais l'idée, c'est quand même effectivement de porter un vrai message et d'accompagner une vraie réflexion sur le réchauffement climatique, les catastrophes climatiques auxquelles on va être confronté. Alors évidemment, il faut les traiter, d'une manière qui fasse que ça ne soit pas un film documentaire et qu'on va être plus immédiatement projeté dans l'histoire. Mais cette démarche, elle est, à mon avis, elle est nécessaire. Et c'est un rôle qu'on a à jouer. À ce titre, enfin moi là, j'ai pris récemment les droits d'un livre post-apocalyptique aussi sur justement le contexte écologique et la manière dont malheureusement les choses pourraient se passer si on ne fait rien. Et je pense qu'on est au-delà du film, il y a un vrai message à faire passer, et le réel, en quelque sorte, là, prend le pas sur l'imaginaire, clairement. Oui, du coup, et puis finalement, l'imaginaire, la fiction, comme vous le dites, c'est pas un documentaire, c'est une fiction, va nourrir une démarche de prévention, au final. Oui, tout à fait. C'est vraiment... alors, c'est évidemment c'est un corollaire du film. On ne fait pas un film en se disant je vais faire un film pour aider à la prévention. Mais au fur et à mesure, enfin moi en tout cas, et Quentin, je pensais pareil, au fur et à mesure qu'on a commencé à réfléchir à ce film, à se plonger dans des études précises de... typiquement, moi j'étais très... Quand Quentin m'a livré une première version du scénario, mon premier réflexe a été de lui dire c'est pas crédible. Le vent qui tourne comme ça et des gens qui se retrouvent pris dans une colonne de feu. Bah non, mais en fait si. Et je pense qu'on a un rôle là-dessus à jouer qui n'est pas évident. Parce que si on n'est que... je fais pas non plus, je n'ai pas produit le documentaire d'Al Gore sur le réchauffement climatique. Enfin, c'était pas ça. On voulait faire un film de cinéma, mais si ce film de cinéma, il peut également alimenter cette réflexion, c'est pas mal. Ouais, puis c'est aussi notre monde. Il parle aussi, il est en écho avec l'état du monde. Et voilà, malheureusement. Et je trouve qu'il y a aussi un écho avec l'état intérieur du personnage. Et je crois que tous ces faits extérieurs à nous, ils ont aussi un impact psychologique. Ils ont un impact psychologique fort sur les personnages, sur le personnage d'Alex Lutz, sur effectivement ce que vit André Dussolier, toute la trajectoire de la dernière partie de il faut effectivement rejoindre la mer, c'est ce parcours intérieur que vit le personnage d'Alex Lutz. Il a effectivement, à mon avis, une grande résonance quand même sur ce qu'on vit aujourd'hui. Je suis content que vous l'ayez pris comme ça. Très bien. Alors oui, pour vous présenter un petit peu mon métier, alors je suis effectivement dans des choses très très concrètes. Hein. Je ne suis pas dans la création artistique. Mon travail, c'est effectivement de préparer l'organisation de Bordeaux Métropole, les communes du territoire, aux situations de crise, aux situations d'urgence. Et donc, mes activités m'amènent à finalement travailler aussi un petit peu sur l'imaginaire, de se dire qu'est-ce qui peut arriver sur ce territoire par rapport aux connaissances dont on dispose, mais également aux perspectives que nous donnent peut-être les évolutions
du climat, les études notamment du GIEC, qui nous donnent finalement une image de notre territoire et des risques et des vulnérabilités auxquelles notre territoire est exposé. Et donc mon travail, ça va être finalement d'essayer d'anticiper et de prévoir les conséquences de tels événements sur notre territoire. Alors c'est vrai que quand on me voit arriver, où j'ai souvent une image, je veux dire, c'est Monsieur Catastrophe, quand je passe des coups de fil au directeur général des services ou aux élus, ils disent, ouh là là, quand ils voient mon numéro s'afficher, ils ont parfois des sueurs froides. Qu'est-ce que vous allez nous annoncer ? Et ça fait un peu référence à ce que disait Serge Tisseron sur les questions de déni qui sont aussi au cœur de nos organisations, parce que c'est un biais. C'est un biais cognitif qui est partagé par tout un chacun. C'est-à-dire qu'on essaye de regarder ailleurs, on voit le mur arriver, on a tous les indicateurs aujourd'hui qui nous indiquent qu'on ne va pas dans le bon sens et que les événements auxquels notre territoire est exposé, c'est peut-être celui-là, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas forcément imaginé, mais on sait qu'on va vers des événements qui vont venir nous bousculer dans nos quotidiens. Et donc c'est vrai que j'essaye d'essayer de monter cet éveil auprès de l'ensemble des collaborateurs, d'une grosse collectivité et des communes de Bordeaux Métropole, effectivement, parce que je ne vais pas le traiter tout seul. Mon travail, c'est finalement que les choses fonctionnent un petit peu sans moi et que je suis là peut-être pour accompagner à la gestion de ces événements et donner finalement des outils, des process pour permettre la gestion de ces événements. Alors, effectivement, on scénarise, on fait des scénarios et on imagine ce que pourraient être les conséquences de tel scénario. Et pour aller un peu plus loin, je travaille justement à créer des exercices où je mets les gens en situation. C'est-à-dire que là, on va finalement, un peu à l'instar d'un scénariste, écrire des scénarios, ce qu'on appelle des chronogrammes dans notre jargon, c'est-à-dire de faire sur une temporalité qui peut être accélérée ou réelle des événements. Et ensuite, les événements s'enchaînent et on observe, on analyse un petit peu comment les gens et les organisations, finalement, c'est pas une analyse individuelle que l'on fait, c'est une analyse de l'organisation et d'un collectif qui va être confronté à une situation plus ou moins complexe, qui va les amener à devoir prendre des décisions, à devoir dépasser leur fonctionnement du quotidien. Et voilà, mon travail sert justement à leur faire prendre conscience des risques et des conséquences de ce que peut être notre territoire. Alors c'est vrai que j'ai plutôt tendance à pousser un petit peu les curseurs pour leur faire toucher du doigt ce que pourrait être la réalité de demain. Voilà. Donc on écrit des scénarios sur notre territoire où on imagine des inondations majeures avec des surfaces assez importantes, mais alors on ne se base pas sur n'importe quoi, on se base sur des modèles hydrauliques, sur des défaillances de digues qui pourraient survenir, qu'on ne maîtriserait pas et qui pourraient venir noyer, inonder des territoires qui se croient peut-être isolés, en tout cas protégés, et pour lesquels à la fois les organisations, les services vont devoir se mobiliser, mais également aussi mobiliser la population. Voilà. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on tend aussi à essayer d'associer la population
à ces scénarios. C'est, de notre point de vue, très important, hein, parce que le citoyen est le premier acteur de sa sécurité. Hein. C'est quelque chose qui est essentiel et c'est la base d'une bonne gestion de crise, c'est-à-dire d'avoir des bons comportements, des gens qui se réfèrent au message des autorités, qui auront préparé, qui auront un petit peu anticipé et qui auront finalement aussi eux-mêmes, de leur point de vue, modélisé un petit peu ce type d'événement, de ne pas être complètement sidérés et de découvrir finalement qu'eux aussi, ils habitent en zone inondable. Malheureusement, on le voit encore trop souvent quand surviennent des catastrophes en France. Bien souvent, on s'aperçoit que les gens découvrent qu'ils étaient exposés à ces risques. Et ça, c'est encore malheureux. Il faut qu'on avance vraiment sur ces sujets-là. La FPCNT, enfin tous les acteurs travaillent à faire avancer ces sujets-là, mais c'est un enjeu très très fort pour notre pays. Je pense que mon métier et notre mission au sein de la FPCNT, c'est de permettre des événements comme aujourd'hui, c'est-à-dire de se retrouver enfants, adultes, multigénérationnels, multi-associations aussi, en associant des villes comme celle qui nous reçoit ce soir, la ville de Bègles. Réfléchir de manière transversale à comment innover, comment transmettre ses connaissances sur les inondations, sur les séismes, de manière peut-être un peu plus légère que ce qui peut être transmis dans le cadre scolaire, mais aussi de le transformer en réalisation commune, réalisation individuelle, réalisation collective, où tous ensemble, on va pouvoir œuvrer. Voilà, œuvrer à cette culture du risque, parce qu'on sait très bien que la culture est à la fois issue d'un cadre réglementaire, mais aussi de notre positionnement en tant que citoyen dans notre société, où on s'épanouit, on construit ensemble, on œuvre, et les artistes sont là pour nous rappeler aussi toute cette sensibilité qui fait écho à la création culturelle. C'est ce qui nous bâtit chaque jour, c'est notre patrimoine. Et la FPCNT est là pour établir ce lien entre le gouvernement, qui a cet objectif qui est celui du tous résilient face au risque, l'objectif que chaque citoyen soit acteur de sa propre sécurité et ses connaissances, et le lien avec les collectivités et la population. Et quelque part, on a aussi ce surnom de ciment intelligent. C'est-à-dire qu'on va être capable de regrouper différents types d'acteurs de manière souple et agile en tant qu'association pour lier les différentes composantes de la société civile avec le gouvernement, pour avancer tous ensemble, être mieux préparés et ne plus découvrir a posteriori qu'on est en zone inondable, en zone sismique, ne plus subir les catastrophes, mais être en capacité d'anticiper. Alors la finalité du terrain, c'est aussi la préparation. Pour revenir à ce qui était dit au départ et à l'imaginaire, nous l'imaginaire c'est ce qui va nous servir à préparer l'intervention et finalement le curatif. Si on prend un cercle vertueux qui pourrait être celui de la résilience dans les services de secours, c'est une préparation à une intervention où on imagine une situation, hein, ce que fait Sébastien au niveau de la métropole. Une fois qu'on a imaginé cette situation, on met en face des moyens et des actions qui vont venir dans un premier temps sauvegarder les populations, ensuite essayer de mettre fin au péril et accompagner un retour à la vie normale. Tout ce cercle-là, une fois le retour à la vie normale de réaliser, on a une phase qui est absolument indispensable dans la réflexion et dans la préparation de la crise d'après, c'est le retour d'expérience. Et le retour d'expérience, c'est s'inspirer de ce qui s'est passé pour à la fois mieux se préparer la fois d'après,
mais surtout avoir un coup d'avance sur le phénomène. Pour revenir à quelques phénomènes récents et à l'impréparation ou au déni des populations, lorsque nous avons eu, en l'espace des 5 dernières années, peut-être les crises climatiques les plus importantes qu'ait connues dans le siècle notre département. 2021, tout d'abord, inondation dans le secteur du Réolais du Langonnet, qui étaient les pires inondations que l'on ait connues depuis 40 ans, puisque les dernières crues majeures avaient eu lieu en 1981. Pourtant, on s'aperçoit que des maisons qui avaient été construites sur des zones connues pour être inondables, parce que les casiers de la plaine de Bassane, etc., sont des casiers dont on sait parfaitement qu'à partir du moment où il y a une rupture de digue et qu'on a des crues sur la Garonne, eh bien, ces casiers sont totalement inondables. Les habitations, on va dire, historiques, avec l'étage dédié à l'habitation et le rez-de-chaussée dédié au stockage ou au stationnement de véhicules, étaient devenus des espaces de vie. C'est-à-dire pourquoi on a un rez-de-chaussée qui finalement ne sert à rien qu'à garer la voiture, qu'à stocker quelques outils. Eh bien, on manque de place. On y aménage la pièce de vie, on y aménage la chambre parentale avec la salle de bain, et donc on se met en péril parce que en pleine nuit, lorsque le casier lâche, on n'est plus à l'étage de la maison, on est au rez-de-chaussée. Donc, avec le temps, on s'habitue aussi à vivre avec le risque, et finalement, ce qui nous contraint à devoir nous préparer, on l'oublie, et puis on dit, bon, finalement, ça fait 10 ans que c'est pas arrivé, ça fait 15 ans que c'est pas arrivé, et pourtant, le risque est toujours là. Et quand vous regardez une carte de la Gironde, et surtout une carte en relief, les plus anciens connaîtront ça, vous verrez bien que ces endroits-là sont des endroits qui sont facilement inondables dès qu'on a une crue de la Garonne, dès qu'on a une différence de conjonction entre différentes crues. Et puis il y a les feux. 2022, on n'avait pas connu ça depuis 1949. Alors on a une particularité dans les Landes de Gascogne, c'est que c'est un massif qui est un massif exploité. Et donc, ce qu'on appelle le risque ou l'aléa du risque, il évolue en fonction de l'exploitation de ce massif. Les feux de 49, ils sont très liés à ce qui s'est passé dans la décennie précédente, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale et l'absence d'entretien du massif. Et donc dès 1947, on a des feux majeurs, et une conjonction de plusieurs feux arrive à la catastrophe de 1949 avec 82 morts dans la région de Socaz. Et puis 2022, finalement, on a un massif qui a vécu quoi? Qui a vécu les tempêtes de 1999, qui a vécu les tempêtes de 2009, et qui est dans sa période la plus sensible. C'est-à-dire un massif qui a entre 10 et 20 ans de vie. On a un phénomène climatique aussi dû à ce dérèglement climatique, avec des températures relativement inédites, avec un taux d'humidité très bas, et pour l'été 2022, la conjonction de 2 feux majeurs qui débutent sur le département, et forcément des choix matériels, des choix humains à faire, la sauvegarde des populations, et là encore, certains oublient dans la prévention du risque. Quand vous avez des petits villages au cœur des Landes, où finalement la survie de l'école du village, c'est de construire un lotissement avec des petites parcelles pour que les gens puissent avoir leur petit lopin de terre, vivent avec leur famille en dehors peut-être de grands immeubles urbains, eh bien ils se retrouvent dans ces villages, ils sauvent l'école, mais derrière, ils s'exposent à cet aléa de risque. Donc on a oublié, au fur et à mesure, on a oublié que dans les Landes, on construisait des aériales pour être protégé du feu. On a oublié tout un tas de choses parce que le temps fait et que les catastrophes sont par nature un faible aléa avec des effets majeurs. Et c'est toute la difficulté quand on travaille sur de la prévention de faire comprendre ça aux gens. Alors le risque routier, il est admis parce que je ne veux pas dire que tous les jours on croise un accident de la circulation, mais pas loin. Par contre, le risque de feu de forêt majeur, le risque d'inondation, les gens y sont beaucoup moins sensibles. Et puis après, il y a le fait de se prendre en charge
Aujourd'hui, sur le territoire national, il y a 250 000 sapeurs-pompiers. 198 000 sont des sapeurs-pompiers volontaires. Donc, c'est-à-dire des gens qui ont un engagement citoyen, libre consenti, au profit de leurs propres concitoyens. Et on n'aura pas demain un pompier devant chaque maison. Ça a été le cas en 2022. Donc on fait des choix. On fait effectivement des choix d'évacuation. Et bravo à l'auteur du film pour l'imaginaire sur les images et les sons associés. Pour avoir été aux manettes en 2022, je peux vous dire que c'est extrêmement proche. Pour ne pas dire, vous disiez pas documentaire, si le fond de l'histoire, si la scénarisation et la fiction étaient là dans ce que subissaient les personnages, l'environnement dans lequel ils étaient plongés, je peux vous dire qu'on est très loin de la fiction. On est beaucoup plus proche du documentaire et de la réalité. Mais ça prouve encore que il faut que cet imaginaire-là ne soit pas dire bon, ça peut arriver une fois de temps en temps. Non. La preuve, c'est que parfois on l'a, et quand les gens sont victimes, ils se retournent bien souvent vers ceux qui préparent la crise en disant qu'ils l'ont mal préparée, mais ils ne se posent pas la question si eux l'ont bien imaginé. Merci beaucoup, ça nous ramène à nos responsabilités individuelles et puis individuelles dans le collectif aussi, parce qu'on est acteur du collectif, on est, je sais pas, en tant que parent, on est responsable aussi pour nos enfants, enfin c'est pas juste soi, et merci de nous tirer les oreilles, si je puis dire. À la mairie de Bègles, je suis donc directeur général adjoint et je suis plus particulièrement en charge des questions de la transition écologique. Donc, je dirais que je situe notre action aujourd'hui, enfin l'action que nous pouvons mener au niveau d'une collectivité à plusieurs niveaux. Il y a d'abord un niveau qu'on pourrait appeler du concret, du hard, c'est-à-dire aujourd'hui comment on aménage le territoire en imaginant effectivement le futur de ce territoire. Et aujourd'hui, malheureusement, les alertes qu'on peut avoir sur l'évolution du climat, y compris dans des régions comme la nôtre, qui sont des régions tempérées, donc des régions qui dans le monde sont parmi les régions les plus agréables à vivre, et qui se préparent sans doute dans des années qu'on croyait très lointaines et qui vont sans doute se rapprocher de plus en plus vite, à des conditions de vie qui vont certes provoquer un certain nombre de catastrophes, mais aussi changer le quotidien des gens. Donc ça, c'est la première partie. Donc c'est aménager le territoire en termes, par exemple, de végétalisation, de lieux où les gens, y compris maintenant, dans des périodes où, par exemple, cet été, on n'a pas parlé de catastrophe, mais il y a eu des périodes où il a fait très chaud, et dans certains foyers, dans des logements mal isolés, etc., on avait des personnes qui souffraient fortement de la chaleur, sans qu'on soit finalement, je crois, malheureusement aussi, dans une période qui est exceptionnelle et qu'on ne reverra que dans 20 ans. Je crois qu'on le reverra de plus en plus. Donc ça, c'est notre premier travail. Ce travail, on le mène également, je dirais, en direction de la population. Nous avons, nous, essayé de reprendre un peu les expériences de ce qu'on a pu vivre. Notamment, je parlerai de deux situations qui sont des risques environnementaux qu'on a sur notre commune. Le premier, ce sont les inondations, pour lesquelles un travail extrêmement important de gestion de l'eau sur l'ensemble de la métropole fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de catastrophe majeure dès lors qu'on a quelques débordements de la Garonne. Mais il y a 20 ou 30 ans, les résultats d'un débordement annuel de la Garonne provoquaient des inconforts de vie pour les gens, des inondations de caves. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, qui est liée au réchauffement climatique, c'est les questions de la canicule. Les canicules que nous avons vécues il y a quelques années en France et pour lesquelles nous étions très désorganisés, dont il faut savoir quand même qu'elles ont accéléré
un certain nombre de décès prématurés chez des personnes fragiles, des personnes âgées. Et on s'est aperçu qu'on avait beau habiter dans un territoire urbain, mais l'isolation des personnes seules, par exemple, chez elles, était importante et personne ne leur avait porté attention sur leurs conditions de vie. Donc ça, nous, par exemple, on a mis en place ça sur l'ensemble du territoire de la commune. On a un plan canicule qui s'active au fur et à mesure que les alertes préfectorales sur les périodes de canicule nous sont transmises. Et on a un réseau de citoyens, en même temps qu'un réseau de professionnels, qui va être attentif aux conditions de vie des plus fragiles sur le territoire. Donc je dirais que là, on n'a pas besoin de compétences particulières, on a surtout besoin de retrouver de la cohésion sociale, de l'attention par rapport aux gens qui vivent autour de nous. Donc ça, je dirais, c'est dans des situations, je dirais, pré-catastrophiques ou des situations qui vont devenir des situations normales. Et puis la deuxième action qu'on mène sur notre territoire, c'est, bon, bien entendu, toutes les actions d'atténuation des effets de l'activité humaine sur le réchauffement climatique, donc tout ce qui va être économie d'énergie, développement des mobilités douces, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on fait au quotidien. Et en plus, là maintenant, depuis 3 ou 4 ans, on travaille énormément en termes de prévention et d'aider aux citoyens, et notamment aux jeunes citoyens, à comprendre et à s'imprégner un peu dans leur imaginaire des mécanismes qui ont conduit à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà. Alors, les premières actions qu'on fait, on a des ateliers comme la fresque du climat, pour ceux qui en ont entendu parler, etc. Ce qu'on a retenu, nous, de la fresque du climat, c'est que le retour des participants est souvent négatif, c'est-à-dire j'ai peur, je suis inquiet et je peux rien faire, etc. Et donc on a mis d'autres ateliers derrière, des ateliers justement sur qu'est-ce qu'on peut faire individuellement et qu'est-ce qu'on peut faire collectivement. Parce qu'on entend beaucoup au niveau des gens de dire mais à quoi ça sert que je mange moins de viande, à quoi ça sert que je ne prenne pas ma voiture, alors qu'il y a d'autres pays où ils ne font rien. Voilà. Donc on est dans une démarche de prise de conscience non catastrophée de ce qu'il va advenir de nos conditions de vie sur nos territoires, mais malgré tout en essayant de faire en sorte que les gens passent assez rapidement ou le plus rapidement possible à un rôle d'acteur pour faire en sorte que le train fou dans lequel on est embarqué commence un peu à ralentir, parce que je parle simplement de ralentir, je ne parle pas de s'arrêter, parce que là on est effectivement sur de l'utopie. Merci beaucoup. Moi j'ai 2 questions que je vous pose à la cantonade. Il y a donc 2 questions. Sur la question du déni, en fait, c'est-à-dire des personnes qui sont dans le déni et puis qui peuvent argumenter leur déni. Comment, Serge Tisseron en parle aussi, mais comment on aborde ces personnes qui peut-être ont encore plus besoin que les autres d'avancer en conscience, mais qui résistent. Voilà, je voulais savoir si vous aviez un petit peu un avis les uns les autres là-dessus. Et puis, autre question, je vous donne les deux, et comme ça on discute comme on veut. Il y a la question des individus, des citoyennes et des citoyens, et puis la question aussi des entreprises, des industriels, etc., des centres de données, enfin, tout ce qu'on peut, de l'intelligence artificielle qui est assez catastrophique, dit-on, sur les questions écologiques. Enfin bon, du coup, voilà, il y a la question des individus et de la part des individus et la part des collectivités aussi. Ça m'intéresse d'avoir vos points de vue là-dessus. Non, alors, en ce qui me concerne l'impact que peut avoir le cinéma et que des gens comme moi peuvent avoir est beaucoup moindre que celui que vous pouvez tous avoir ici, parce que moi je ne sauve pas de vie directement. Je pense que malheureusement, oui, il y a un certain nombre de gens qui sont dans le déni. Je ne sais pas si ces gens-là, on réussira à les récupérer. Effectivement, il faut y travailler. Je pense que la vraie cible, le vrai objectif, et à ce titre-là, je pense que le cinéma,
et l'image et l'imaginaire a un vrai rôle à jouer, et c'est ce que vous faites aujourd'hui typiquement avec cette journée, c'est dans le domaine de l'éducation des jeunes qui sont naturellement beaucoup plus sensibilisés à toutes ces questions écologiques, de réchauffement climatique, et je pense que le vrai effort, il est à faire à ce niveau-là, et à ce titre-là, peut-être que le cinéma a aussi son rôle à jouer dans ce le cinéma, la télé, Netflix, Amazon, ou les films comme En plein feu, ou des films comme Wall-E qui sont des films post-apocalyptiques et qui traduisent de ce que pourrait devenir le monde si, comme vous le dites, on n'essaye pas de ralentir un petit peu le train, quoi. D'arrêter, ça va être compliqué, mais au moins de ralentir. Je pense que là-dessus, il faut peut-être qu'à un moment donné aussi, il faut se dire, voilà, il y a des gens effectivement qu'on ne réussira jamais à rallier à cette cause-là, mais j'ai le sentiment que sur toute une jeune génération, elle est prête à entendre ce discours et que c'est là-dessus qu'il faut vraiment porter l'emphase, à mon avis. Juste sur cette question du déni, peut-être qu'un des axes qui permet peut-être de le dépasser, c'est peut-être la question du concernement, c'est-à-dire d'essayer, malgré tout, de raccrocher les messages qu'on peut donner à de la proximité, au quotidien. C'est-à-dire de rapprocher la personne à qui on s'adresse, de l'ancrer, le message, ancrer les informations au territoire. Et de ne pas avoir quelque chose qui soit très éloigné, parce que c'est un biais aussi quand on voit des incendies en Californie, quand on voit des incendies en Australie ou des grandes inondations sur d'autres territoires qui sont à des centaines ou des milliers de kilomètres, on se sent moins concerné. Par contre, quand on raccroche des éléments très très factuels sur l'évolution d'un territoire, sur des choses, sur la manière dont il évolue, sur les études qui concernent spécifiquement, même avec des cartes, c'est-à-dire mettre des gens sur des cartes et positionner votre école, l'EHPAD où vous avez votre maman ou votre grand-mère, et ainsi de suite, votre lieu de vie, vos espaces de vie. Et quand vous les mettez en lien avec des cartes d'aléas, et vous voyez les emprises que certains aléas peuvent avoir, vous dites « Ah ouais, ça c'est chez moi. Peut-être que... » Et là, peut-être qu'on peut commencer à construire finalement un imaginaire autour de ces enjeux. Alors, on n'arrivera pas à traiter toutes les questions de déni, mais pour nous, en tout cas, c'est un axe ou une stratégie qu'on essaye d'opérer pour raccrocher les gens à leur territoire et faire passer ces messages-là. Grand merci et grand merci à vous pour tout ce qu'on a appris grâce à vous. Merci beaucoup.